Nos ancêtres, en fait, les connaissaient. Ils pouvaient, dans certains cas, les vénérer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur certaines photos, vous avez des petits ronds qui apparaissent. On appelle ça des orbes. Les orbes, quand elles apparaissent sur vos photos, elles sont souvent le signe qu'il y avait des présences invisibles. Vous ne les avez pas vues, mais l'objectif de votre appareil photo a capté quelque chose. Et donc c'est intéressant en fait de s'apercevoir après coup qu'on n'était pas tout seul, et qu'autour de nous il y a également une autre vie qu'on peut appréhender, qu'on peut aller toucher. Et c'est un petit peu l'objectif de ce soir, c'est qui ils sont, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et puis comment est-ce qu'on peut aller à leur contact. C'est un peu ça l'idée. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur le canal de l'âme et des mondes invisibles. Je suis Muriel et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle soirée en compagnie de Philippe Cissé. Bonsoir Philippe. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis content d'être avec vous ce soir pour vous parler des esprits de la nature. En fait, c'est le thème de la conférence de ce soir. Donc, l'idée, c'est de passer une petite heure ensemble pour essayer d'explorer ça, débroussailler un petit peu ce que veut dire les esprits de la nature. Oui, absolument. Alors, si vous souhaitez mieux comprendre et explorer le côté mystérieux, le côté invisible de la nature, soyez les bienvenus. Alors, avant de commencer, dites-nous s'il vous plaît dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et en attendant vos retours, Philippe, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te rencontrent pour la première fois? Eh bien, bon, je suis Philippe Cissé, ça je l'ai déjà dit. J'ai découvert la géobiologie il y a maintenant 16 ans. Et j'explore ça, je continue à explorer ça. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une matière sur laquelle on apprend en permanence, tout le temps. Et dans cette discipline de géobiologie, il y a ce qu'on appelle les esprits de la nature, c'est-à-dire en fait, grosso modo, on pourrait parler de nos voisins invisibles, mais néanmoins, ce sont nos voisins. Et comment est-ce qu'on, effectivement, peut les percevoir, comment est-ce qu'on peut échanger avec eux. Donc, je vais essayer d'aborder ça en fait ce soir. À la base, moi, j'ai un cursus scientifique et j'ai travaillé dans l'industrie, l'informatique, l'assurance, la banque, l'industrie pharmaceutique. Donc, que des activités qui étaient très en lien avec les esprits de la nature, comme vous avez pu le constater. Mais effectivement, oui, ça fait un certain nombre d'années que j'explore ça aussi. Pour en faire en fait mon activité, maintenant, je fais que de la géobiologie, c'est-à-dire en fait des interventions sur des maisons, sur des appartements, sur des lieux de vie, en fait, pour l'humain, mais aussi j'interviens de plus en plus sur des bâtiments d'élevage, sur des parcelles de vignes, sur des chais, qui sont aussi en fait des lieux de vie, mais des lieux de vie pour le végétal, en ce qui concerne les parcelles de vigne, mais c'est aussi un lieu de vie, le chai est un lieu de vie, la fermentation, en fait, tout ça, ce sont des processus vivants et qui peuvent être impactés par l'environnement. Donc, précédemment, j'avais déjà fait une conférence, un webinaire sur tout ce qui est environnement naturel. J'en ai fait un autre sur l'environnement technologique. Là, on va aller sur autre chose. Ça fait néanmoins partie de l'environnement. Et donc, c'est des choses, effectivement, qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, sans s'en rendre compte d'ailleurs. La plupart du temps, on s'en rend pas compte. Et on discutait avant avec Muriel sur justement ne pas les voir et s'apercevoir qu'il y avait des présences au travers des photographies. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur certaines photos, vous avez des petits ronds qui apparaissent. On appelle ça des orbes. Les orbes, quand elles apparaissent sur vos photos, elles sont souvent le signe qu'il y avait des présences invisibles.
vous les avez pas vus, mais l'objectif de votre appareil photo a capté quelque chose. Et donc c'est intéressant en fait de voir, enfin, de s'apercevoir après coup qu'on n'était pas tout seul et qu'autour de nous il y a également une autre vie qu'on peut appréhender, qu'on peut aller toucher. Et c'est un petit peu l'objectif de ce soir, c'est grosso modo qui ils sont, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et puis comment est-ce qu'on peut aller à leur contact. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà la présentation. Muriel, est-ce que ça correspond à ce que tu attendais comme présentation? Absolument. Et d'ailleurs, là, je trépigne d'impatience. Je suppose que toutes les personnes qui sont connectées aussi. Donc, on a hâte vraiment. En tout cas, moi, j'ai hâte de t'entendre sur le sujet. Alors, écoute, le son est OK, l'image est OK aussi. Alors, allons-y. Je te laisse la parole. Alors, j'ai partagé mon écran, j'ai mis un port de PowerPoint, ça m'aide, ça me structure. Donc, on va parler ce soir effectivement des esprits de la nature. Alors, j'en ai un petit peu parlé en fait dans ma présentation. Qu'est-ce qui a déclenché en fait mon intérêt et le fait d'aller explorer tout ça, alors que dans ma vie professionnelle ou même dans ma formation de base, j'étais extrêmement loin de tout ça. C'est le fait d'avoir découvert, j'avais une sensibilité de sourcil il y a 16 ans. Et donc, quand vous avez une baguette de sourcil qui bouge toute seule dans les mains, alors que vous pensez, et c'était mon cas, hein, j'étais extrêmement pragmatique, cartésien, le produit de l'éducation d'ailleurs. Donc, ça a été en fait comme une porte qui s'est ouverte, qui m'a permis de me rendre compte que voilà, il y avait autre chose. Et cette porte, la porte s'est ouverte et j'ai commencé à me former 1 an après. Il m'a fallu un peu de temps pour intégrer ça. Et on dit souvent, en fait, quand l'élève est prêt, les circonstances, la formation, le maître apparaît. En fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'1 an après, j'ai commencé à me former. Au départ, c'était une curiosité. C'est très vite devenu passionnant et j'ai plongé là-dedans. J'ai plongé, en fait, dans quoi? Dans la géobiologie. Alors, la géobiologie, effectivement, c'est une approche qui est extrêmement vaste. On ne peut pas parler de science. Beaucoup parlent de pseudoscience, d'ailleurs, parce qu'elle est basée en grande partie sur le ressenti. Or, le ressenti, il est très difficile à objectiver d'un point de vue scientifique. L'expérimentation scientifique n'est pas adaptée, effectivement, pour mettre en évidence, en fait, le ressenti. Du coup, beaucoup de personnes, de scientifiques, considèrent que c'est quelque chose qui est pas démontré. Donc, on va plutôt dire que la géobiologie est une pseudoscience, ou une pratique. Je pense qu'il vaut mieux dire une pratique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pratique où on a des résultats. Et on pourrait très bien objectiver scientifiquement la géobiologie par rapport à ces résultats, ce qui est une étude qui n'a jamais été faite. Donc c'est un petit aparté pour parler de l'aspect scientifique. Alors la géobiologie, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, géo, ça veut dire la Terre, bio, la vie. Logie, c'est la théorie et la connaissance associée. C'est-à-dire qu'en fait, en géobiologie, on s'intéresse à l'impact du lieu, la Terre, sur le vivant. Et le vivant, en fait, c'est tout ce qui est vivant sur Terre. C'est-à-dire, en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on est vivants. Les animaux sont vivants également. Mais tout ce qui est du domaine des plantes. Tout ça, ça fait partie, effectivement, du vivant et qui peut être impacté par un lieu. Donc, là, je vous donne une définition en fait de la géobiologie, qui est une définition assez récente. C'est science ou technique, on va plutôt parler de pratique, qui traite de la qualité vitale d'un lieu par l'analyse des ondes pouvant influencer
sur le développement des organismes vivants, donc les végétaux, les animaux, les humains, les bactéries, les insectes. On parlait tout à l'heure en fait de fermentation. Ce sont en fait des levures et des bactéries qui travaillent. C'est un processus vivant. Alors, au début du siècle, la géobiologie s'intéressait au rayonnement naturel, c'est-à-dire en fait chercher l'eau souterraine, les failles, les cavités. Aujourd'hui, on tient compte également en fait des rayonnements artificiels, c'est-à-dire en fait les champs électriques, les champs magnétiques, les champs électromagnétiques. Et on peut aussi s'intéresser à la toxicité des matériaux de construction modernes qui sont effectivement qui peuvent présenter en fait des problématiques. Donc ça, c'est la définition de la géobiologie. En gros, si on schématise ça, tout ce qui est autour de nous va nous impacter. Dans notre société moderne, on commence à avoir le sentiment, enfin de plus en plus, on a l'impression que nos choix, nos habitudes de vie vont impacter l'environnement. En tout cas, c'est les messages qu'on entend autour de nous. Et pour la plupart d'entre nous, on a complètement oublié qu'en fait, l'environnement, à la base, nous impacte aussi. Donc, c'est d'abord là où on va travailler en géobiologie, c'est ça, c'est analyser ce qu'il y a autour de nous et voir comment ça nous impacte. Dans ce qu'on analyse autour de nous, il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Une des choses qu'on ne voit pas, mais sur lesquelles on n'a aucune remise en question, ce sont les ondes. Les ondes, en fait, personne n'a vu une onde, il n'y a pas de photo d'onde. Pour autant, c'est un phénomène invisible qui est autour de nous, qui va nous impacter, puisque on reçoit des messages sur notre téléphone, on peut discuter en visio avec quelqu'un à l'autre bout de la planète avec notre téléphone. Ça s'appuie sur la technologie des ondes qui sont invisibles, mais comme on observe un résultat, on ne va pas le remettre en question. Il y a plein d'autres choses invisibles qui vont avoir un impact sur nous. Un cours d'eau souterrain, on ne le voit pas, mais il va avoir un impact sur nous. C'est un autre exemple, c'est plutôt sur l'environnement naturel. Au-delà de ça, dans notre environnement, il y a des choses effectivement qu'on ne voit pas et qui vont également pouvoir nous impacter. C'est ce qu'on appelle les esprits de la nature. Donc les esprits de la nature en fait vont être autour de nous. Lorsqu'on observe, et là effectivement une des bases de la géobiologie c'est apprendre l'observation, lorsqu'on observe un arbre, on peut avoir la sensation, on peut avoir le sentiment de ne pas être tout seul, qu'il y a des choses qui sont posées sur les branches. Pour autant on ne voit rien. Cette sensation, ce sentiment peut effectivement être, dans certains cas, lié à la présence de ce qu'on appelle des élémentaux, c'est des esprits de la nature, qui peuvent occuper, peupler un arbre, une forêt, et donc avoir le sentiment de ne pas être tout seul. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça peut être lié tout simplement à la présence de ces esprits de la nature. Alors, le visible, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit nous ouvre le regard sur l'invisible. Et pour la petite histoire, en fait, vous avez reconnu effectivement le professeur Tournesol et son fameux pendule. Il y a une petite anecdote. Pourquoi est-ce que le dessinateur Hergé a introduit ce personnage-là? En fait, alors, il introduit le professeur Tournesol. La BD où il apparaît pour la première fois, c'est Rackham le Rouge. C'est en 1940. Pour la petite histoire, la femme d'Hergé perd sa bague. Alors je ne sais plus si c'est la bague de fiançailles ou si c'est son alliance, et ils ont réussi à le retrouver avec l'aide d'un radiesthésiste, et c'était en 1939. Et du coup, comme Hergé l'a vécu et qu'il était du coup convaincu, il a mis en scène en fait ce personnage-là qu'on voit apparaître quelques années plus tard. Donc, ce qui permet effectivement d'aller au-delà du visible, notamment avec une approche basée sur l'utilisation d'outils radiesthésiques comme le pendule, par exemple. Alors, le pendule va nous permettre d'explorer tout un tas de choses, mais y compris, effectivement, est-ce qu'il y a des esprits de la nature? Alors, qu'est-ce que c'est les esprits de la nature? On va définir quand même un peu ce que c'est. Sont des présences qui sont autour de nous. On va les trouver principalement en environnement naturel,
On considère qu'en ville, il y en a presque pas. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y a des jardins publics qui sont pleins de présence de ce type-là. Et pourtant, on est en pleine ville. Et il y a une théorie qui dit qu'effectivement, avec la montée vibratoire de la planète, il y a de plus en plus d'esprits de la nature qui arrivent en ville. Alors, les esprits de la nature, en fait, sont aussi appelés élémentaux. Vous avez peut-être entendu parler également plus d'élémentaux. Pourquoi on les appelle les élémentaux? Parce qu'ils sont reliés aux 4 éléments de base, c'est-à-dire la terre, je vais revenir avant. Les 4 éléments, c'est la terre, l'eau, l'air, le feu. Donc, voilà pourquoi on les appelle les élémentaux. Mais en fait, les esprits de la nature ne sont pas uniquement les élémentaux. On va voir qu'il y a aussi une hiérarchie invisible. Nos ancêtres, en fait, les connaissaient. Ils pouvaient, dans certains cas, les vénérer. C'est-à-dire, en fait, des religions polythéistes comme les Grecs, les Romains, ont dans leur galerie de divinités des choses qui sont des esprits de la nature, en réalité. Donc, c'est vrai qu'autrefois, on pouvait les vénérer, mais ça nous est surtout arrivé, en fait, à notre connaissance, sous forme de contes et de légendes. Alors, les contes et les légendes qui mettent en scène les nains, les lutins, les trolls, les fées, les dragons, tout ça, en fait, aujourd'hui, en fait, dans notre monde très cartésien, voilà, ce sont des belles histoires. On a perdu en fait de vue qu'il y a une vraie réalité énergétique sur ça, et que en réalité, tout ce monde-là est autour de nous. Et c'est en fait notre problématique d'homme moderne, c'est que notre formation, c'est-à-dire en fait le fait d'avoir été à l'école, nous a complètement coupé. On nous a fait travailler beaucoup en fait le mental, et on nous a extrêmement peu fait travailler notre ressenti. Alors, on va pas remettre en question en fait le système éducatif, mais ce qui est intéressant, c'est que même si on n'a pas appris à l'école à sentir, c'est quelque chose qu'on peut faire et que tout le monde est capable de faire. En fait, en réalité, c'est une capacité qui est en nous et qu'on peut activer. Souvent, moi, j'entends dire qu'il y a des gens qui ont un don et d'autres qui n'en ont pas. En fait, c'est pas de l'ordre du don, c'est juste une sensibilité. On est plus ou moins sensible, mais avec en fait l'entraînement, on va pouvoir développer en fait ce ressenti. C'est ce que je fais depuis maintenant 16 ans. Je travaille mon ressenti pratiquement tous les jours, et ce qui me permet effectivement d'aller plus loin, d'être plus précis, d'être plus pertinent en fait dans le ressenti. Et c'est accessible à tout le monde. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas cette capacité, détrompez-vous, vous l'avez. Vous pouvez effectivement la développer pour être en relation avec ce que vous avez autour de vous, y compris en fait les esprits de la nature. Alors, on a parlé tout à l'heure des élémentaux. Les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre, en fait, ont leur propre, ont des élémentaux, en fait, des esprits de la nature qui sont reliés, effectivement. Donc, si on prend les élémentaux de l'eau, les choses qui sont reliées à l'eau sont les ondines. Ce sont effectivement des créatures invisibles qui évoluent dans l'eau, donc dans l'eau de mer, mais aussi en fait tout ce qui est rivière, fleuve, dans certaines piscines il y en a aussi. C'est également la vouivre ou les vouivres qui sont également des élémentaux qui sont liés à l'eau. Également des sirènes, des tritons, tout ça en fait fait partie de ce qu'on appelle les élémentaux de l'eau. Alors là aussi, effectivement, c'est quand on parle de sirènes, quand on parle d'ondines, de tritons,
on pense tout de suite effectivement aux contes et légendes. De toute façon, vous allez voir que, grosso modo, la majorité des personnages qu'on va explorer sont présents dans les contes et les légendes. À ce sujet-là, en fait, une des personnes qui a remis au goût du jour en fait ces voisins invisibles, on va parler de voisins invisibles, c'est effectivement Tolkien. Tolkien qui effectivement au travers de ses écrits, donc c'est juste après-guerre, c'est 1950, où il a effectivement popularisé tout cet environnement. Pour ceux qui connaissent effectivement la bibliographie de Tolkien, avec Bilbo le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, mais également en fait le dictionnaire de la langue elfique, puisque à l'origine Tolkien est un linguiste. Donc et pour ceux qui sont en relation avec je dirais les elfes, le dictionnaire de langue elfique de Tolkien est assez juste. Donc on suppose, on pense qu'il était en relation avec effectivement au moins les elfes, en tout cas, ce qui lui a permis effectivement de remettre au goût du jour, au travers de ses romans, cet univers, pour nous permettre en fait, de ne pas nous déconnecter en fait, de ça. Si on arrive sur l'air, les élémentaux de l'air sont, les elfes font partie des élémentaux de l'air, les sylphes également, les licornes sont reliées à l'air, donc ça fait partie effectivement des voisins invisibles qu'on peut avoir autour de nous. Alors, en préambule, je vous disais qu'effectivement, on peut les sentir d'une certaine manière. La manière la plus simple en fait, de les sentir, ça va être avec le toucher. Donc, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Les élémentaux du feu les plus... Alors là, on est plutôt en train de décrire les élémentaux. Enfin, les élémentaux, c'est je dirais, les esprits de la nature de petite taille, puisqu'il y a une hiérarchie, on va voir. Effectivement, il y a des petits élémentaux, il y en a des plus gros au-dessus, il y en a encore des plus grands, c'est assez structuré. Les élémentaux du feu, c'est les salamandres, les feux follets, par exemple. Ce qui est intéressant, par exemple, pour les personnes qui font de l'alchimie opérative, et notamment en fait qui explorent la voie où on va faire fondre, où on va utiliser le feu, c'est souvent très efficace de solliciter de l'aide des élémentaux du feu. En tout cas, si vous avez autour de vous des gens qui font de l'alchimie opérative, c'est quelque chose qui est intéressant. Et les élémentaux de la terre, où là on va retrouver effectivement des choses comme les nains, les lutins, les trolls, tout ça sont reliés à la terre. Et là aussi, en fait, dans les partenariats qu'on peut avoir avec les esprits de la nature, si vous avez un jardin, vous pouvez solliciter effectivement de l'aide et obtenir un coup de main invisible pour que vos plantations, vos semis, soient les plus efficaces possibles et les plus productifs possibles. Ce qu'on observe aussi, c'est que quelqu'un qui aime son jardin va inconsciemment dégager une énergie qui va permettre en fait d'attirer, sans qu'il s'en rende compte, ces présences invisibles qui viendront l'aider, sans qu'il s'en rende compte aussi. Et quand on parle de personnes qui ont la main verte, en fait, en réalité, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne sont pas toutes seules, même si elles n'en ont pas conscience, à s'occuper en fait de leur plante verte ou de leur jardin. Alors, on va parler un petit peu des représentations. Les représentations en fait les plus courantes. Alors, juste avant de parler de représentation, ce qui me paraît important, c'est qu'en fait, dans toutes les cultures, on a ce type de présences qui sont décrites. Alors, elles ont des noms qui sont différents. Par exemple, si on va en Irlande, il existe des nains. Ça s'appelle les leprechauns. La représentation, c'est ils sont habillés en vert, ils ont un petit chapeau carré, et la légende dit que on va les trouver à la base des arcs-en-ciel, où c'est là effectivement qu'ils vont aller cacher le chaudron rempli de pièces d'or. Donc ça, c'est la petite légende qui est associée.
Mais dans les pays nordiques, il y a également des nains, des lutins. Et en Islande, on a une organisation en fait gouvernementale qui est là pour discuter avec les esprits de la nature, et lorsqu'ils implantent ou qu'ils veulent tracer une route, ils vont avoir un échange avec les esprits de la nature de façon à pouvoir faire les choses de façon la plus respectueuse pour l'environnement, pour la nature et pour également en fait ceux qui peuplent cette nature et qu'on ne perçoit pas. Donc là, on va arriver sur des représentations. Là, on a un nain et un gnome. Alors, moi, je les vois pas, je les perçois. Donc, un nain ou un gnome sont des formes coniques, 60 ou 30 cm. Et après, en fait, je me suis toujours demandé si la représentation qu'on en avait, c'est que c'est eux qui nous envoient mentalement une image qui correspond à notre culture. Et c'est pour ça qu'en fait, on les représente de façon différente en fonction des différentes cultures. Ou est-ce que c'est vraiment leur apparence? Là, la question reste ouverte. Ça, c'est une représentation en fait d'un troll. Ce sont des représentations qui sont tirées en fait des ouvrages de Stéphane Cardino, qui est un géobiologue suisse, qui a la claire vision, donc il dessine ce qu'il voit. Ça a été un de mes enseignants également, j'ai pas mal travaillé avec lui. Donc voilà, on code quelques représentations que vous pouvez retrouver effectivement dans son livre C'est Géométrie sacrée, tome 1. Vous allez retrouver en fait ces représentations. Alors, on a parlé là d'élémentaux de petite taille. En tout cas, on va dire la base. Et il existe également des élémentaux plus importants en termes de taille. On parle d'élémentaux supérieurs qui sont, par exemple, sur l'image qui est toujours en fait une image de Stéphane Cardino. Là, c'est un grand élémental de la Terre. Et là, on commence à s'apercevoir que ce sont des choses qu'on a peut-être déjà vues sous forme de représentation divine, comme celle-là, par exemple. Ça, c'est un élémental de la Terre, et on voit que ça ressemble furieusement à des représentations de divinités égyptiennes, alors que là, on est plutôt sur une divinité indienne, sur le premier élémental. C'est pour ça en fait, qu'en préambule, je vous disais qu'effectivement, nos ancêtres les connaissaient, pouvaient les vénérer dans certains cas. En tout cas, ils avaient une relation beaucoup plus proche avec la nature et également les esprits de la nature. Alors, les Celtes, par exemple, étaient très très proches de la nature. Et là, c'est la dernière représentation. En fait, c'est un élémental de l'air, un sylphe. Donc, ce sont des élémentaux qui font entre 3 mètres et 3,50 mètres de haut. Donc, on est quand même déjà sur des choses qui peuvent être assez imposantes. Alors, ce n'est pas les plus grands. Il y en a encore qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts que nous. Sur le sylphe, la représentation est assez proche de ce qu'on pourrait prendre pour un extraterrestre. En réalité, effectivement, ça fait partie des esprits de la nature. C'est toujours en fait tiré des ouvrages de Stéphane Cardino. Au-dessus de ça, on est en train de rentrer tranquillement dans la hiérarchie. On est parti des élémentaux, donc on va dire, c'est souvent appelé aussi le petit peuple, les nains, les lutins, les trolls, les salamandres, les feux follets, tout ça, c'est plutôt le petit peuple. Au-dessus, on a les élémentaux supérieurs qui peuvent effectivement organiser, gérer. Ça peut être également des gardiens de lieux sacrés. Quand vous abordez un lieu sacré, en fait, l'idéal, c'est de demander une autorisation, c'est d'essayer de rentrer en contact avec le gardien. Alors, on parle de gardien éthérique. Un gardien éthérique, c'est un gardien qu'on ne voit pas. Et dans certains cas, ça peut être des élémentaux supérieurs dont on vient de parler. Au-dessus de ça, il y a encore autre chose, beaucoup plus grand. C'est
Alors, avant de parler des devas, il y a tout ce qui est géant de pierre. C'est des choses qui font 10-15 mètres de haut. Il y a également, en fait, beaucoup d'autres choses qui vont faire partie, en fait, de cet univers et qu'on peut découvrir en allant explorer ça. Donc, on va voir comment on va un peu parler de la façon d'explorer. Je vois qu'effectivement, il y a un élémental dont je n'ai pas parlé, c'est les fées. Et en fait, en réalité, les fées, il y a des fées de l'eau, des fées de la terre. Donc, c'est difficile de dire que les fées sont reliées à un élément particulier, puisqu'il y a plusieurs catégories de fées. Mais les fées font également partie des élémentaux. Et parmi les fées, vous en avez qui font une dizaine de centimètres. Ça correspond à la représentation de la fée Clochette de Peter Pan. Et vous en avez d'autres qui sont, à l'inverse, qui peuvent faire 3 mètres de haut. Et donc, qui peuvent être assimilés aux apparitions de la Vierge, par exemple. En tout cas, on parle de grandes dames. Donc les fées font aussi partie, effectivement, de l'environnement des élémentaux. Les devas. En fait, les devas sont pratiquement en haut de la hiérarchie. Ils vont commander les élémentaux supérieurs, dont on a parlé juste à l'instant, organiser tout ça. Les devas ont très souvent été considérés comme des dieux. Si on prend l'exemple en fait du deva de l'eau, le deva de l'eau c'est Poséidon. Donc lui, il fait partie des esprits de la nature. Il est considéré comme une divinité par les Grecs, puisque Poséidon c'est le nom grec, mais également les Romains, où là il va s'appeler Neptune. En tout cas, c'est quelque chose qui va rentrer dans ce qu'on appelle le panthéon des divinités. Et on voit aussi, on a vu tout à l'heure, qu'il y avait des esprits de la nature qui pouvaient être déifiés au niveau de la culture hindoue ou de la culture égyptienne. Qu'est-ce qui a fait qu'effectivement on s'est écarté de ça? C'est principalement le fait de passer de religion polythéiste, c'est-à-dire à plusieurs représentations divines, à une ou des religions monothéistes. C'est le cas effectivement du christianisme, du monde musulman, où là on est passé en fait d'une connexion avec la nature où on pouvait reconnaître et vénérer un certain nombre de personnages en fait présents autour de nous à autre chose. Et donc, on s'aperçoit que, par exemple, en France, qui était effectivement un pays effectivement avec la nature, le christianisme a amené autre chose, en tout cas nous a écarté de cette connaissance et puis de cette relation avec les esprits de la nature. Donc on parlait effectivement de hiérarchie invisible, les devas vont commander les élémentaux supérieurs qui eux-mêmes vont commander le petit peuple. C'est une petite synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc les nains, lutins, trolls, on pourrait rajouter les fées, les ondines, les ouivres, les tritons, les sirènes, également il y a des fées de l'eau, salamandre, feu follet pour le feu, les elfes, les sylphes pour l'air. Donc vous voyez un petit peu comment tout ça s'organise. Alors, dans dans tout ça, en fait, il y a un élémental avec qui on peut discuter aussi, et qui est encore au-delà de tout ça. C'est finalement, en fait, pourquoi pas discuter directement avec la Terre, avec la Terre-Mère, la notion de Gaïa. Et donc, c'est quelque chose dont on va parler tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on peut les rencontrer? Alors, vous pouvez les rencontrer, effectivement, en vous promenant en forêt, avoir la sensation qu'il y a une présence, et puis finalement, vous observez autour de vous, il n'y a rien. C'est une première forme de rencontre.
vous pouvez effectivement, dans un jardin, avoir le sentiment qu'il y a une présence. Il y a certainement une présence. C'est rare de les trouver dans un appartement ou dans une maison. Donc, même si vous avez des plantes, et c'est assez rare qu'elles soient, qu'il y ait des présences autour d'elles. Néanmoins, vous pouvez appeler et demander à ce que des élémentaux viennent devant vous et commencer à essayer de discuter avec les élémentaux. Donc ça suppose en fait d'activer ce qu'on appelle le toucher éthérique, c'est-à-dire en fait la sensation de la main qui va nous permettre en fait de sentir des formes et de pouvoir qualifier. Par exemple, en fait, un elfe, c'est une forme assez fine, c'est un tube qui va faire entre 25 et 30 cm de diamètre et qui monte à peu près à 2,20 m, 2,30 m. Lorsqu'on a ce type de forme sous la main, puisqu'en fait, à la main, on va qualifier des formes principalement, il y a de grandes chances pour que ce soit un elfe. Si sous la main, vous avez une forme conique, qui fait 30 cm de haut, ou une forme conique qui fait 60 cm de haut, ça peut être un gnome ou un nain. En tout cas, c'est la meilleure façon de commencer à les rencontrer, c'est leur demander de venir devant soi et essayer de voir si on sent quelque chose sous les mains. Donc ça suppose effectivement l'activation du toucher éthérique, qui est un des sens les plus faciles à mettre en route. La claire-vision, la claire-audition, la claire-olfaction sont des sens qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en route, mettre en œuvre, mais le clair ressenti qu'on a avec les mains, c'est très facile. Donc, une des manières d'aller à la rencontre, c'est d'activer le toucher éthérique et de s'en servir pour qualifier ce qu'on a devant soi. Alors, c'est quelque chose que pour ceux qui sont intéressés d'explorer, c'est ce qu'on abordera lors de l'atelier. On a prévu un atelier, effectivement, à la suite de cette conférence, qui sera beaucoup plus centré sur voilà, comment j'active mon toucher éthérique, comment effectivement je peux avoir demandé une présence, c'est-à-dire qu'on peut appeler en fait des élémentaux et commencer à échanger avec eux. Et puis également mettre en place un protocole de communication. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas discuter avec les élémentaux, vous n'allez pas pouvoir leur poser des questions verbalement, mais on peut leur poser des questions. Alors, on parle de questions fermées, où ils peuvent répondre oui, non, et leur manière de répondre, ça va être de se déplacer. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un élémental devant moi, et que je lui pose une question, et je lui dis, si c'est oui, tu te déplaces à ma droite. Si c'est non, tu restes là. Je pose ma question. S'il reste devant moi, il m'a répondu non. S'il est passé à ma droite, il a répondu oui. Et donc, on va pouvoir commencer à travailler de cette manière. Là, sur la représentation, en fait, vous avez... c'est une représentation, en fait, de l'être humain avec son corps physique, qui est le corps énergétique le plus dense, mais le corps humain, on a, enfin toutes les personnes, on a un corps énergétique tout autour de nous, qu'on peut sentir avec notre main, c'est le toucher éthérique. Mais en fait, les élémentaux, il n'y a pas de corps physique, dans le sens qu'il n'y a pas de corps dans la 3e dimension, mais il y a le corps énergétique, c'est ce qu'on va ressentir. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? C'est que nous, on est dans la 3e dimension, et eux, ils sont dans la 4e, 5e, 6e, 7e dimension. En fait, ils ne seront pas dans la même dimension. Ils sont pourtant là. Ils occupent le même territoire. C'est pour ça qu'on considère que ce sont des voisins invisibles. Donc, alors, je regarde d'un œil en fait les questions qui passent. Les dragons aussi font partie de ce qu'on appelle les présences invisibles. On peut les sentir. On ne parle pas d'élémentaux pour les dragons parce qu'en fait, ils ne sont pas reliés nécessairement à l'air, l'eau, le feu ou la terre. Mais néanmoins, ça fait partie des présences invisibles. C'est quelque chose qu'on peut utiliser, en tout cas, avec lesquels on peut mettre en place un partenariat, notamment sur des activités géobiologiques. Ils sont extrêmement puissants sur le nettoyage des lieux, par exemple.
La notion de partenariat, vous pouvez la mettre également en place avec les esprits de la terre pour vous aider dans votre jardin, ou les esprits de l'eau, ou l'esprit du feu dont on parlait tout à l'heure pour un travail alchimique, par exemple. En tout cas, quand on parle partenariat, ça veut dire qu'en fait, ça marche dans les deux sens. C'est pas uniquement moi qui vais leur demander de l'aide, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles aussi de me demander de l'aide. Et dans ce cas-là, effectivement, ça devient un échange. C'est en fait la manière la plus intéressante d'échanger, de communiquer avec eux, c'est au travers de l'échange. Donc, ça, c'était pour illustrer effectivement que la manière privilégiée, dans un premier temps, de rentrer en contact avec eux, c'est avec la main, avec les mains. Et pour pouvoir le faire effectivement dans des conditions les plus favorables, c'est de garder en tête qu'il faut avoir une attitude détachée, c'est-à-dire être un maximum dans le lâcher prise. Il y a quelque chose où il n'y a rien. Je sens quelque chose où il n'y a rien, où je sens rien. Et je pose des questions, et si la réponse me paraît incongrue, c'est souvent qu'elle est bonne. Si vous attendez une réponse en particulier et qu'elle ne vient pas, c'est là où vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Donc, lorsqu'on travaille de cette manière-là, le plus difficile, et pour moi c'est aussi ce qui a été le plus difficile, c'est d'être dans le lâcher prise. Et c'est une manière de dire, d'accueillir ce qui vient, ou ce qui ne vient pas d'ailleurs, et d'être dans l'observation, les synchronicités, de voir en fait ce qui arrive. On s'aperçoit souvent en fait quand on demande à un élémental de venir que il n'y a pas de hasard. Il y a toujours quelque chose qui est en lien avec nous. Donc c'est toujours intéressant à observer. Donc le premier contact effectivement qu'on va avoir avec la main, et on va essayer de qualifier effectivement l'élémental qu'on a devant nous, on va essayer de qualifier la taille, on va mettre en place le protocole de communication, on en a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire effectivement pouvoir leur poser des questions et puis observer des réponses qui sont liées au déplacement. Tout à l'heure, je vous ai parlé à un moment donné que le plus grand élémental qu'on a sur Terre, c'est la Terre elle-même, et que la Terre, elle a une conscience, et qu'on peut effectivement, dans certains cas, discuter, échanger avec elle. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer effectivement des chamans Kogi et de pouvoir travailler pendant 3 jours avec eux lors d'un diagnostic de territoire qui a eu lieu en fait dans la Drôme. Et ils nous ont expliqué comment ils pouvaient échanger avec la terre-mère, ils appellent ça la Pachamama. Et donc, ça fait effectivement un peu plus de 2 ans que je les ai rencontrés, et c'était une rencontre qui m'a ouvert effectivement beaucoup de possibilités, en tout cas beaucoup une ouverture d'esprit, et également un questionnement immense. Je suis reparti avec beaucoup plus de questions qu'avant. Donc les chamans Kogi, pour ceux qui ont vu en fait la dernière émission de Frédéric Lopez, Voyage en terre inconnue, avec le spationaute Thomas Pesquet, ils étaient en fait dans la communauté en fait des Kogi. Donc et ils ont on considère que c'est un des peuples premiers, c'est-à-dire qu'ils ont conservé leur connaissance d'origine. Les chamans mayas venaient se former chez les Kogi. Et donc, ils sont en Colombie, ils sont maintenant en haut de la montagne, la Sierra Nevada, mais ils ont réussi à conserver ces connaissances, et également un mode de vie qui est en lien avec la terre-mère, puisqu'en fait, toutes leurs décisions sont basées sur un échange en permanence avec la terre-mère. Alors, ça passe par des chamans qui ont la capacité, effectivement, d'aller sur des lieux particuliers pour se mettre en connexion et poser des questions, échanger, et voir, en fait, si la décision de la communauté est compatible avec la terre-mère. Alors, ils vont faire ça dans des lieux de communication qui sont privilégiés. Ils appellent ça des ezuemas. Ezuemas, en fait, je me suis rendu compte que finalement, ça correspondait à une notion que je connaissais, qui était une notion, en fait, la notion de vortex énergétique.
Mais pour moi, en fait, avant de rencontrer les Kogi, c'était juste un phénomène énergétique. En réalité, eux, quand ils abordent un ESUMAS, quand ils vont dans le vortex, eh ben, pour eux, la démarche, c'est simplement entrer dans la bibliothèque. Ils rentrent en connexion et ils vont obtenir les informations dont ils ont besoin. Donc, là où je voyais un phénomène énergétique, en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Alors, j'ai toujours pas réussi à me connecter, à travailler dans un vortex de la manière des Kogi, mais ça ouvre des possibilités et des perspectives qui sont intéressantes. C'est-à-dire que, en gros, on a la possibilité, effectivement, de discuter également avec la Terre-Mère. Par exemple, pour donner quelques exemples, les Kogi estiment que ce qui est dans la Terre ne doit pas ressortir. Or, aujourd'hui, en fait, toute la technologie en fait, de notre monde moderne est basée sur l'utilisation en fait, de choses qu'on va extraire du sol. Ça a été le charbon, le pétrole, tous les métaux. Et en fait, on est en train de creuser. Est-ce que pour les Kogi, ils estiment que ce qui est dans la Terre doit rester dans la Terre. Donc, en fait, si on veut être respectueux de la Terre-Mère, il faut revoir complètement notre façon de vivre, de faire. Alors, il y a des choses, effectivement, qu'on commence à voir apparaître, des notions d'économie circulaire, c'est-à-dire, grosso modo, plutôt que d'avoir une économie linéaire qui est extraire, produire, jeter, recommencer à extraire, produire, jeter, les déchets de notre vie quotidienne vont redevenir des matières premières qu'on va réutiliser. C'est ça l'économie circulaire. Et peut-être aussi d'arrêter d'extraire des choses de la Terre. Donc là, c'est la vision des Kogi. J'ai quasiment fini en fait ce que je voulais vous dire. Je voulais juste vous parler un petit peu de l'atelier des esprits de la nature. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire un petit peu d'introduction et de théorie, mais plus succinctement que lors du webinaire. Et surtout, on va se concentrer sur le toucher éthérique, c'est-à-dire comment activer ce toucher éthérique. Et puis également ensuite, à partir du moment où on commence à avoir le toucher éthérique, on détaillera en fait le protocole de communication et on essaiera effectivement de faire un exercice, de faire venir un élémental devant soi, essayer de qualifier effectivement ce qu'on a sous la main, et puis de pouvoir, au travers effectivement du chat, répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Donc cet atelier, il aura lieu mardi 23 février, c'est la semaine prochaine, donc à 20h. Et le prix de l'atelier, mais vous l'avez peut-être déjà eu comme information, c'est 37 €. Donc voilà pour les informations techniques. Ce que je vous propose, c'est d'échanger ensemble, puis de répondre à vos différentes questions. Je vois qu'il y en a pas mal qui passent. Et donc, on va revenir avec Muriel pour effectivement se faire un petit temps d'échange autour de ça. Donc, je te vois. Ah oui, il faut que j'arrête le partage. Tac, voilà. Ok. Donc, alors, volontairement, on n'a pas détaillé, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant en fait d'aller explorer soi-même pour se rendre compte de ce qu'on a sous la main. Puisqu'en fait, en réalité, le mode de contact privilégié, c'est les mains. Alors, je vois les dernières questions. Muriel, je ne sais pas si tu as regardé en fait toutes les questions. Je vois une question en fait de Nathalie et les faunes et les centaures. Les faunes en fait sont des esprits de la nature qu'on va trouver principalement en fait au niveau des arbres. Et donc ça fait partie des esprits de la nature, plutôt un élémental de la terre. Et quand vous sentez qu'il y a éventuellement une présence dans un arbre, ça peut être un faune.
Les centaures, en fait, c'est euh, des esprits de la nature. On pourrait considérer que c'est des esprits de la nature. Certains considèrent que sont également des esprits qui viennent pas nécessairement de la Terre. Donc là-dessus, moi, j'en ai pas rencontré. Euh, donc là, j'ai pas une réponse nette à vous donner. Bon, voilà. Je vois plein de questions. Concernant les centaures? Oui, j'ai vu une question, les faunes et les centaures, une question de Nathalie. Ça doit être je suis au début ou je suis à la fin? Ah oui, je suis au début. Oui, à mi-chemin, oui. Oui, oui, je l'ai sous les yeux. Ah, je vois une question. J'en ai rencontré un une fois. T'en as rencontré un, toi? Bah, moi, j'ai pas eu la Oui. chance d'en rencontrer. En fait, en réalité, on va rencontrer ce dont on a besoin. En réalité, si vous rencontrez une fée et qu'elle est là pour vous aider, D'accord. elle va vous aider. Donc, il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de hasard. Alors oui, les Et élémentaux peuvent vous toucher, oui, c'est vrai. Vas-y, Muriel. est-ce que tu pourrais nous rappeler tu sais, le livre où tu as pris les photos, s'il te plaît? Alors, L'auteur? Parce l'auteur que s'appelle les sylphes, Stéphane Cardino. d'accord. Et le livre, c'est Géométrie sacrée, tome 1. Ok. En bibliographie, il y a également. Il y aura les représentations. Pardon? Excuse-moi, Il y Muriel. aura les représentations. Ouais. C'est là où Je dis, il y aura les représentations. c'est ça. Il y a un autre livre qui est pas mal, qui est un D'accord. livre de Jan Lipnik qui parle des esprits de la nature, en fait, le mystère de Gaïa, qui est intéressant également. C'est un élève de Stéphane Cardino, Jan Lipnik. Donc voilà. Bon, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Oui, 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 je les ai, hein, donc, Est-ce que c'est toi qui alors, fais la sélection j'ai une question. Si tu veux, comme tu veux, on peut. Vas-y, c'est toi qui choisis. Si tu en vois une pertinente, d'accord. C'est une question de Juliette. Quelles sont les caractéristiques énergétiques des élémentaux? Les caractéristiques énergétiques. Alors, les élémentaux donnent de l'énergie en principe. Donc, après, les caractéristiques énergétiques, on parlait de dimension, ils ne sont pas dans notre dimension, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Ils ont une densité énergétique, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on active le toucher éthérique, on va le sentir comme une résistance. Après, les caractéristiques énergétiques, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà ce qui me vient comme réponse. D'accord, Juliette, si tu peux nous le préciser, s'il te plaît, dans le chat. Moi, en tout cas, ça a fait sens, hein, ce que tu as dit. Bon, on va attendre la réponse de Juliette. Elle demande également si on peut les localiser avec un détecteur EMF. C'est quoi un détecteur EMF? C'est en fait pour moi, c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques, si je me trompe pas. Mais en fait, c'est pas les mêmes fréquences. En fait, le détecteur d'ondes électromagnétiques, il va être calé sur les fréquences artificielles. Je suis pas sûr qu'on puisse les détecter avec ça. Bon, en tout cas, j'ai pas trouvé de machine qui soit spécifique pour les trouver. Il en existe peut-être, hein, mais j'ai pas eu l'occasion en fait d'en expérimenter. Ok, merci Philippe. Et donc tu disais tout à l'heure que les plantes en pot qu'on peut avoir à la maison, dans les appartements, il y a peu de chances d'avoir des élémentaux avec eux. Sauf Ça si, peut sauf, arriver. alors à l'état naturel, c'est rare qu'on ait des élémentaux à l'intérieur d'une maison, mais sauf si on commence à échanger avec eux et qu'on leur demande. Et auquel cas, effectivement, on peut avoir des présences qui vont venir de temps en temps prendre soin, comme vous prenez soin de vos plantes, qui vont vous aider à le faire. Mais à l'état naturel, en fait, c'est rare. Et c'est extrêmement rare d'avoir des élémentaux qui rentrent dans la maison.
D'accord. Une question de Laura. Est-ce qu'il existe des élémentaux néfastes, malveillants, ou bien sont-ils tous bien intentionnés? Alors, en fait, ce qui est néfaste et malveillant, c'est ce qu'on appelle le bas astral. Et en réalité, quand on décrit les élémentaux, les esprits de la nature, c'est pas du bas astral. Donc, en fait, tout ce dont on vient de parler, c'est pas néfaste. Ça peut être perçu de façon différente d'une personne à une autre. Moi, je connais quelqu'un qui est mal à l'aise avec les élémentaux et qui, pour lui, lorsqu'il est en présence d'élémentaux, il a une sensation désagréable. Mais c'est pas néfaste en soi. Mais ça peut être perçu de façon qui peut être désagréable. Par exemple, si vous êtes une personne qui manquait d'ancrage, et que vous êtes en contact avec un troll, d'un seul coup, vous allez être ancré. Et là, vous allez sentir une pression plus forte sur les pieds, et ça peut être vécu de façon désagréable, en disant, oula, j'ai du mal à le supporter, parce que c'est pas mon état normal. Et donc, mais à la base, c'est pas néfaste. Ça va pas vous prendre de l'énergie, ça va pas vous plomber. Le bas astral, c'est autre chose. C'est pas des esprits de la nature. Ça existe aussi. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, on va voir dans le commentaire. Est-ce que tu as une autre question? Oui, les vouivres sont reliés à l'élément eau. C'est bien ça. Hein. C'est ça. Les vouivres sont reliés à l'élément eau. Et donc, effectivement, on peut les rencontrer alors, plutôt au bord des cours d'eau, au bord des fleuves. C'est plutôt là où, effectivement, on a des chances d'en croiser. Ça peut être utilisé, effectivement. Alors, certains élémentaux peuvent nous apporter une protection, peuvent nous apporter, effectivement, un soin. Il y a des choses, effectivement, on peut interagir avec eux, en tout cas. Et donc, l'interaction, c'est, grosso modo, c'est à la fois leur demander des choses, mais être attentif à ce qu'ils pourraient nous demander. C'est également, dans certains cas, les remercier. Si vous demandez à des élémentaux de vous aider dans votre jardin, vous pouvez leur donner des choses. Ça peut être de mettre une petite coupelle avec du miel. Ils vont pas manger le miel, mais ils vont se nourrir de l'énergie du miel. Donc ça, c'est effectivement intéressant. Ça peut être aussi un peu de chocolat pour les nains qui vous aident à travailler dans votre jardin. Là aussi, ils vont se nourrir plutôt de l'énergie du produit. Donc voilà, ce sont des voisins. Et donc, quand vous faites quelque chose, vous prévenez. Exemple, dans votre jardin, vous avez un arbre et vous souhaitez abattre l'arbre. Prévenez l'arbre que vous allez le faire. D'une part, parce qu'il y a des habitants qui sont dans l'arbre, donc ils auront le temps, effectivement, des habitants invisibles. On parlait des faunes tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent se réorganiser. Et puis, lorsque vous abattez l'arbre, une technique qui est aussi souvent utilisée, c'est de prendre une corde. Alors, dans l'idéal, une corde en chanvre, et puis vous serrez légèrement la base de l'arbre, ça va avoir tendance à l'engourdir, l'endormir. En tout cas, lorsqu'il sera abattu, il aura effectivement, ce sera fait de façon beaucoup plus respectueuse. Donc, quand on fait quelque chose, on prévient. Par exemple, si je dois effectivement inviter 80 personnes à la maison, je vais prévenir mes voisins. C'est évident qu'on va le faire. Mais lorsqu'on fait des choses qui vont impacter la nature, on prévient également les esprits de la nature. Alors souvent, en fait, on envoie mentalement l'information. Mais à partir du moment où vous prenez conscience qu'il y a ça autour de vous, vous ne pouvez plus réagir de la même manière. En tout cas, vous pouvez les solliciter pour échanger. Ça ouvre la conscience, en fait. C'est comme en Islande, il me semble, qu'on interroge beaucoup les géobiologues
pour savoir où la route doit passer, pour éviter justement de déranger le petit peuple qui habite dans des rochers ou dans des arbres. C'est ça, en Islande, ils sont très... Moi, je trouve ça génial. Et il y a même une organisation gouvernementale qui est chargée en fait de la discussion et des échanges avec les voisins invisibles. Alors c'est vrai qu'effectivement pour des occidentaux pragmatiques et cartésiens, c'est du folklore. À partir du moment où vous commencez à rentrer en fait dans cette dimension-là et à l'explorer, vous apercevez que finalement, les Islandais sont certainement des précurseurs. En tout cas, j'ai un petit doute quant à la mise en place d'une organisation comme ça en France, mais on ne sait jamais. Et donc, j'ai vu passer tout à l'heure une question qui demandait si effectivement les élémentaux ont de l'humour. Alors moi, oui, ça m'est arrivé effectivement de voir des élémentaux qui sont en train de faire des blagues. Alors, c'est assez. Enfin, quand je donne une formation, en fait, je demande aux élèves de tester ce qu'ils ont sous les mains. Et en fonction de la taille, de la forme, ben voilà, en fait, on a une indication. Donc, une forme un peu massive d'1,20 m, c'est souvent lié à un troll. Et là, bon, l'élève me dit, je pense que c'est un troll vu la taille, la forme. Je vérifie, la taille, la forme correspond à un troll. Et la vérification, c'est de dire, bon voilà, on va lui demander s'il s'en est un. Et on demande. Et il répond non, c'en est pas un. Et en fait, en réalité, c'était pas des trolls, c'était pas un troll, c'était des nains qui s'étaient empilés les uns sur les autres pour faire croire à la forme du troll qui était en train de se marrer. Et comme dans le cours, il y avait une personne qui avait la claire vision qui a rigolé au fond en disant oui, ils sont en train de faire une blague et c'est exactement ça. Donc oui, ils peuvent avoir de l'humour. Donc, en tout cas, moi, je l'ai constaté plusieurs fois. Donc, soit, effectivement, je suis la cible privilégiée, effectivement, de leurs blagues. Non, mais je pense qu'ils le font aussi régulièrement. En tout cas, oui, c'est déjà arrivé. Ouais, c'est les nains, les lutins. C'est un bon moyen d'entrer. Voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous êtes proche de la nature, avoir vécu le fait d'avoir perdu vos clés. Vous êtes sûr de les avoir posées là. Vous ne les retrouvez plus. Et vous avez passé un temps important à les chercher pour finalement les retrouver exactement où elles étaient. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, vous êtes passé devant sans les voir. C'est souvent les lutins qui aiment bien jouer à ça. Donc, si au bout d'un moment, vous n'avez pas le temps, vous lui demandez, bon, c'est bon, maintenant, tu me rends les clés, quoi. Autre anecdote, ça m'est arrivé aussi à la maison. À l'époque, on avait un chat et quand le comportement du chat changeait, qu'en fait il était nerveux, il sautait un peu partout, c'est qu'il y avait un élémental qui était rentré à la maison. Et donc, à partir du moment où on observait ce comportement du chat, on cherchait l'élémental et on lui demandait de sortir. Et en fait, il y avait une scène comme ça, effectivement, où mes enfants étaient encore petits à la maison. Ils étaient dans l'escalier, ils ont vu ouvrir la porte, regarder quelque chose qu'on ne voyait pas, l'accompagner pour sortir, fermer la porte, le chat se calme et les enfants se disent « Je ne pense pas qu'on va raconter ça à l'école ». Donc, en tout cas, les chats, oui, ils peuvent percevoir les élémentaux. Donc, quand vous avez un chat qui fixe quelque chose ou qui joue avec quelque chose d'invisible, il est peut-être en train de jouer avec un lutin. Donc, ça, c'est pour répondre à une question d'Eliane. Les élémentaux ont-ils de l'humour? Oui, c'est constaté. Il y a une question de Muriel qui dit est-ce que les gnomes sont en guerre? Peut-être, en tout cas, je n'ai jamais rencontré. Daniel demande les dragons, où est-ce qu'ils se situent? Il y en a un peu partout, des dragons. Mais c'est plutôt, en fait, sur certains lieux sacrés, il y en a, en haut des églises et cathédrales, il y en a assez souvent. Ça peut être en haut des maisons. Il y a des zones où il y en a, il y a des zones où il n'y en a pas. Bon, après, effectivement,
Les dragons, on ne considère pas que c'est des élémentaux. Ça fait partie en fait, des présences invisibles. C'est même pas des esprits de la nature, en fait. Mais voilà, ça fait partie aussi de ce qu'on peut avoir sous la main. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, je pourrais envoyer en fait le PowerPoint parce que c'est vrai que à l'écran, il y a peut-être des choses qui sont pas très lisibles ou visibles. En tout cas, si vous avez souhaité en fait, que j'envoie en fait, le fichier, il suffit simplement de m'envoyer un petit mail, puisque je vois un petit message comme quoi il y a une image qui n'était pas très visible. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, j'en ai une, Philippe. Qu'en est-il des esprits qu'on ne peut toucher? Par exemple, l'esprit du vent ou l'esprit de la lumière. Alors, question de Lucie. L'esprit du vent, on peut quand même toucher un élémental de l'air, le sylphe, on peut le toucher. Mais l'esprit du vent, on peut avoir aussi des dialogues. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, vous avez en face de vous quelques arbres, vous connectez à un arbre en particulier, vous posez des questions et il va bouger. Et c'est le seul qui bouge. Et on a l'impression qu'il y a du vent, mais que sur l'arbre. Ça peut être une manière, effectivement, de se relier à l'esprit du vent. Après, c'est peut-être aussi, c'est des protocoles un petit peu plus évolués. On va rentrer en contact avec, effectivement, l'air et le mettre en mouvement. Donc, mais toucher l'esprit du vent, ça va être compliqué. L'esprit de la lumière, en fait, je connais pas vraiment l'esprit de la lumière, donc, mais peut-être qu'il faut que j'explore l'esprit de la lumière. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Muriel? Alors, une question de Véronique. Que demandent-ils? Ils peuvent demander, comme tu l'as dit, de l'aide peut-être aussi, non? Là, je suis en train de me dire, imaginons que dans le jardin, une plante soit mal placée, ils peuvent nous demander de la déplacer peut-être, non? Ils peuvent demander de déplacer des choses. La plupart du temps, en fait, les demandes de partenariat que j'ai eues, c'était lié à des nettoyages. Il fallait nettoyer effectivement énergétiquement un endroit. Et nettoyer quoi? Nettoyer en fait les traces que nous, en tant qu'êtres humains, on a laissées et qui peuvent être effectivement gênantes pour eux. Donc, c'est la plupart du temps, en fait, les demandes de partenariat que j'ai pu avoir, c'était ça. C'était nettoyer une maison, nettoyer une portion de ville, nettoyer un parc, nettoyer des choses, ou déplacer certaines choses gênantes comme des cheminées cosmotelluriques qui avaient été déplacées par d'autres géobiologues à des mauvais endroits, donc de rétablir en fait un espèce d'équilibre. Ça m'est arrivé aussi d'avoir ce type de demande. Principalement des nettoyages, oui. Nettoyer en fait ce qu'on nous, en tant qu'être humain. Donc en France, en fait, on est dans ce qu'on appelle la vieille Europe. On occupe en fait le territoire depuis très longtemps. Il y a eu de multiples conflits. Et en fait, ces conflits ont marqué en fait le territoire. Et derrière, il faut nettoyer. C'est souvent ça en fait que j'ai eu comme demande de partenariat. Et à la fois, moi, je peux les solliciter. Quand j'ai une cheminée cosmotellurique à déplacer, je vais leur demander de l'aide pour qu'ils puissent la mettre au bon endroit. Voilà, c'est un exemple en fait de partenariat. Ou les solliciter sur quelque chose de particulier, sur un nettoyage énergétique. En tout cas, c'est une aide qui est intéressante. En tout cas, moi, je l'utilise presque au quotidien dans mon travail de géobiologue. Parce que je sais que j'irai plus loin, plus vite et mieux avec leur aide que si je le faisais tout seul. Donc ça fait partie, oui, de la démarche. Comme chaque fois que je vais sur un site, je vais demander l'autorisation à l'esprit du lieu.
chaque lieu a effectivement un esprit, une maison. Chaque maison a une personnalité. Et on peut effectivement, dans certains cas, discuter avec l'esprit de la maison. En tout cas, on peut solliciter de l'aide pour aborder correctement un lieu, pour pouvoir détecter correctement ce qui s'y passe, et puis essayer d'y amener les meilleurs ajustements et corrections possibles. En tout cas, ça fait partie de l'interaction qu'on peut avoir avec eux. Ils nous amènent des informations, ils sollicitent effectivement la manière dont on pourrait effectivement intervenir. En tout cas, voilà, ils nous accompagnent. On parlait de voisins invisibles, mais ça peut être aussi des assistants invisibles ou et à la fois nous, on peut il faut pas perdre de vue que on a une capacité à les aider et qu'ils peuvent nous solliciter là-dessus. D'où travailler en fait le protocole de communication, travailler son ressenti de façon à pouvoir percevoir s'ils ont besoin de nous ou pas. Bien, merci beaucoup Philippe. Alors ça répond à la question de David, entre autres, qui demandait dans quel but communiquer avec la nature. Alors voici une autre question. Comment avoir l'opportunité de rencontrer des chamans Kogi? Ah, là c'est compliqué ça. Alors en fait, les chamans Kogi viennent de temps en temps en France pour des conférences. Et donc le meilleur moyen, en fait, il y a une association qui s'appelle Chendukua qui travaille pour restituer des terres aux Kogi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Kogi, en fait, ont été repoussés en haut de la montagne, mais que pour faire leur travail énergétique, ils ont besoin d'accéder à des terrains, donc au bord de mer, au milieu. Et donc cette association collecte des fonds et va racheter des terrains pour les restituer aux Kogi. Et donc ils ont en fait le programme d'intervention. Je sais que les Kogi vont certainement revenir en septembre de cette année, mais pour faire un diagnostic de territoire qui aura lieu à Lausanne. Il y a un projet pour les faire revenir en Vendée en 2022 pour faire quelque chose à peu près équivalent à un diagnostic de territoire. Après, je ne connais pas toute l'actualité des Kogi, mais comme je vais participer au diagnostic croisé de territoire, que ce soit en Vendée ou à Lausanne, c'est pour ça que je suis un peu au courant de l'actualité. La meilleure manière en fait de les rencontrer, c'est les conférences, ou alors si vous avez la chance en fait, de pouvoir voir le replay de Voyage inter-inconnu, vous avez déjà un premier contact. C'est l'émission qui avait été tournée avec le spationaute Thomas Pesquet. Vous pouvez regarder ça. Effectivement, ça vous donnera un premier aperçu de leur organisation et puis de leur spiritualité. Donc c'est vraiment des gens qui sont énergétiquement impressionnants. Ils sont pas grands, hein, ils font 1m50, mais alors quand on est à côté d'eux, on voit que ils sont extrêmement centrés, hyper connectés. C'est assez impressionnant. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Oui, je pense. Précisez-le-nous dans le chat, s'il vous plaît. En tout cas, tout le monde est très, très, très intéressé par tout le partage que tu es en train de faire, Philippe. Alors, j'avais repéré d'autres questions. Que deviennent les élémentaux lors des catastrophes naturelles? C'est une question de Daniel. C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. C'est pas du tout. Peut-être que pendant l'atelier, on aura la réponse. Peut-être. Si en tout cas, là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, effectivement. Est-ce qu'ils ont la conscience, effectivement, que l'événement, la catastrophe va arriver et qu'ils, comme les animaux d'ailleurs, sauvages, et qui s'écartent, et puis qu'ils attendent et qu'ils reviennent? C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on a vu, en fait, sur notamment les tsunamis, toute la faune sauvage est partie. Donc peut-être que de leur côté, en fait, comme ils sont en lien avec la nature, ils ont ce type de perception et ils vont s'écarter pour laisser passer
je dirais la catastrophe naturelle. Je dirais que c'est... Alors, c'est qu'une hypothèse, mais ça me semble plausible. Oui, oui, d'autant qu'ils sont sur un autre plan, une autre dimension. Donc, tout à fait. Donc, voilà, en tout cas, moi, j'ai été extrêmement impressionné par cette rencontre avec les Kogi. Je reviens sur les Kogi, c'est un sujet que j'aime bien. Et là, je me suis rendu compte, à l'issue du diagnostic de territoire, que j'avais encore énormément de travail à faire pour affiner ma sensibilité, et donc je continue à travailler ça, en fait, en réalité. Pour la petite histoire, un chaman Kogi, en fait, passe 18 ans dans le noir pour affiner, en fait, ses perceptions. Donc, je suis pas passé par l'école Kogi. Donc déjà, si on passe 15 jours dans le noir, 18 ans. Alors je sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, mais en tout cas c'est tout à fait impressionnant. Et juste pour affiner leur ressenti. Effectivement, ça donne à réfléchir. Une question de Hélène sur la formation, s'il te plaît. Oui. Seront capables d'identifier ces élémentaux? Alors, les plus courants, en fait, c'est la taille. On va le faire avec la taille, la forme et la taille, en fait, en réalité. Donc, après, quand on arrive sur des choses qui sont massives, un géant de pierre, c'est assez difficile à qualifier, puisqu'en fait, ça fait 10-15 mètres de haut. Donc, mais la plupart du temps, en fait, ce qui se présente, ce sont des élémentaux de petite taille, et donc, c'est assez facile à c'est-à-dire que en fait, c'est fin au départ, et ça se termine comme une forme de champignon. Ça, c'est souvent le signe que c'est une fée. Après, on va demander si c'est vraiment une fée. En fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on perçoit avec les mains, et ensuite, on va leur demander, parce qu'on va vérifier. Donc, en fonction de la forme, on verra les formes les plus standards. Et puis, on verra ce qui se présente. C'est toujours intéressant de voir ce qui se présente. Moi, je vois effectivement dans les formations que je peux donner en présentiel, c'est toujours étonnant de voir qui se présente devant qui. Et souvent, on s'aperçoit, quand on pousse le questionnement, que ce sont des élémentaux qui habitent à côté de la personne qui est venue en formation et qui vient amener un message. Donc, bon, voilà. Ça va plus loin que simplement aller toucher un élémental. On se rend compte, c'est souvent en lien avec l'histoire de la personne et qu'on peut creuser des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, c'est toujours la surprise en réalité. En fait, c'est une vraie cohabitation avec laquelle on peut vraiment passer à côté. Et puis, en fait, on peut avoir plein d'informations pour nous faciliter la vie. C'est énorme. Il y a une différence, en fait, entre rentrer dans une forêt en conscience, en demandant l'autorisation, en étant respectueux, et en y allant avec notre conscience ordinaire d'être humain. Ça n'a rien à voir. Pour la petite histoire, moi j'avais formé, effectivement, j'ai eu l'occasion en fait de donner formation dans le Vercors, et on intervenait dans un gîte qui était la propriété, effectivement, d'une personne qui assistait au stage. C'était un fils de bûcheron, et en fait de temps en temps ils allaient couper du bois. Donc ils n'avaient jamais eu de problème. Et après la formation, ils sont retournés couper du bois, et là ils ont eu des problèmes. Et au bout d'un moment, il s'est dit, zut, j'ai pas demandé, j'ai pas prévenu, j'ai pas demandé d'autorisation. Donc il est retourné de façon à pouvoir effectivement s'excuser, de ne pas avoir d'autorisation, et puis rectifier les choses. Et le chantier en fait d'abattage a pu se continuer de façon tout à fait sereine. Donc, quand on n'a pas de quand ils se rendent compte qu'on n'a pas la conscience de leur présence, ils ne vont pas interagir. S'ils se rendent compte qu'on commence à être un peu plus éveillé, ils peuvent se manifester. Donc là, ça devient effectivement tout à fait intéressant. Et on va pouvoir porter un regard, même si on ne voit rien, qui est différent autour de nous. C'est-à-dire, ok,
Je ne suis pas tout seul, je fais partie d'un tout. Euh, euh, en fait, ce que je vais faire va interagir avec la nature, ça on le savait, mais aussi avec les habitants globalement de la nature, c'est les animaux sauvages, mais aussi les élémentaux. Et donc là, ça devient effectivement intéressant d'avoir cette conscience et puis d'essayer à notre niveau de pouvoir échanger avec eux. Ok. Comment savoir si l'on tâte du bas astral ou des élémentaux? Et également une autre question, que penses-tu des anges? Alors, le bas astral va plutôt être froid et désagréable. Les élémentaux vont ça va plutôt avoir une sensation en fait chaude et plus agréable. Si on touche un fantôme, ça va être froid. C'est systématiquement froid. Un élémental, en fait, c'est jamais froid. Donc c'est souvent une indication. Les anges ont aussi, enfin, les anges et notamment les anges gardiens, en fait, ont une réalité énergétique. On peut les toucher aussi. Là aussi, en fait, c'est pas une sensation froide, c'est plutôt une sensation jaune, chaude, pardon. J'ai dit jaune, c'est pas. Donc déjà, en fait, la sensation qu'on a dans la main va nous donner une indication. Si ça picote et que c'est froid, il y a peu de chances que ce soit un élémental. Donc, on va lui demander de partir et puis on va demander à un vrai élémental de venir. Mais de toute façon, en fait, dans l'atelier, on va commencer par demander à son ange gardien de venir et pour pouvoir le qualifier et le toucher. Donc, c'est le premier exercice. Donc, ça répondra certainement à la question. C'était qui est-ce qui avait posé la question? J'ai pas retenu. Zut, j'ai bougé mon curseur, du coup. Ah oui, Christiane. Christiane. Ah tiens, à quoi ressemble une vouivre? Une vouivre, en fait, c'est comme une espèce de gros serpent. Ça fait 3 mètres de haut. Ça a une tête, de serpent. Et souvent, elles peuvent venir en fait en protection derrière. Pourquoi en protection derrière? Parce qu'en fait, c'est ici derrière qu'on a en fait des ouvertures énergétiques qui peuvent être colonisées par des choses qu'on n'aimerait pas avoir. Donc, on peut avoir une vouivre qui nous protège et qui vient juste comme une capuche nous protéger derrière. Il y a une expérimentation qui a été faite, je crois que c'est en Écosse. C'est les jardins de Findorn. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérimentation. En fait, ce sont des gens qui ont été dans un endroit où rien ne poussait et qui ont sollicité l'aide des devas, enfin des esprits de la nature, de façon à mettre en place en fait une plantation. Ils ont obtenu des résultats extraordinaires. Donc il y a des bouquins qui existent sur le jardin de Findorn. C'est vraiment quelque chose qui explique en fait la relation avec les esprits de la nature et comment l'humain peut effectivement réaliser des choses qui paraissent impossibles avec l'aide de ces consciences-là. Donc je vois que Nicole dit qu'il y a un autre livre pour mieux connaître les élémentaux. C'est Un été avec les léprochaumes de Tanis Eliwell. Je ne connais pas, je n'ai pas lu. Laura qui demande si la Bible ou Jésus ont-ils parlé des élémentaux. Là, je ne suis pas suffisamment connaisseur de la Bible pour pouvoir répondre. Manon qui demande les petites lumières au-dessus de l'eau, est-ce les devas de l'eau? En fait, en réalité, on n'en sait rien. Il faut leur demander. Donc, et bon, c'est au travers de l'atelier qu'on s'aperçoit. Je vous dirai comment faire pour qu'ils viennent devant vous. Ok. Je vois que Nadine a rencontré une fée en Belgique, dans un parc de Bruxelles. Ça devait être une rencontre intéressante. Alors, pour Célia, si vous êtes à côté d'un parc, il y a
une grande chance que vous ayez effectivement à proximité des esprits de la nature, et c'est peut-être ce qui explique vos ressentis. Voilà, bon. Juliette qui demandait croyez-vous aux anges? Bon, je crois que j'ai répondu, hein, puisqu'on peut les toucher. Donc, à partir du moment où vous avez une sensation, vous avez quelque chose sous la main, il n'y a plus de questions je crois ou je crois pas, il y a quelque chose, ça existe. Ça, on les voit pas, mais ça existe. Du coup, en fait, à partir du moment où on a touché son ange gardien, on va avoir moins de scrupules à lui demander de l'aide. Puisqu'en fait, l'ange gardien, c'est une forme énergétique qui nous accompagne et qui est là pour nous aider. Mais il peut nous aider qu'à partir du moment où on lui demande. Et comme on lui demande absolument rien, en réalité, il se fait chier, quoi. Donc l'intérêt, à partir du moment où vous avez touché votre ange gardien, ça va être de commencer à lui demander de l'aide. Voilà. En tout cas, ça permet de faire ces expériences. L'idée, c'est pas croire, moi je cherche pas à que vous croyez ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous emmener vers, j'ai envie de faire l'expérience. Et faire l'expérience, et vous allez voir, vous allez explorer vous-même. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc voilà, je continue à regarder les questions. Tout ça, on a répondu. Oui, j'ai une question, Jacqueline, Philippe. Pourquoi est-ce important de les identifier? Ont-ils des pouvoirs différents? Ah bah oui, ils ont des moyens, enfin ils agissent de façon différente. Vous n'avez pas demandé à un elfe de travailler avec vous dans le jardin. C'est pas du tout c'est un esprit de l'air. Il ira pas vous aider dans le jardin. Par contre, un elfe, lui, il peut vous aider à déplacer une cheminée cosmotellurique. Par contre, un nain, c'est pas un nain qui va vous aider à déplacer une cheminée. Par contre, vous aider au jardin, c'est plus son domaine. Donc voilà, en fait, il y a. Et puis les qualifier, c'est aussi de comment dire, commencer à activer en fait le toucher éthérique, qui est un des premiers ressentis qui est. C'est une manière aussi d'aller explorer son ressenti. Je sens quelque chose dans la main, c'est chaud, c'est froid, ça a quelle forme, ça a quelle taille. C'est en fait aussi l'objectif. C'est pas uniquement rencontrer les élémentaux, c'est aussi aller à la rencontre de votre ressenti que vous avez peut-être jamais expérimenté, exploré. Donc c'est une excuse d'aller au contact des élémentaux pour voir aussi quelles sont nos capacités. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, très intéressant tout ça. Joss demande, enfin en tout cas, il fait un petit partage. On dit actuellement qu'il y a des guides lunaires et que leur contact serait froid. Peut-être que tu as quelque chose à nous partager là-dessus, Philippe. Moi, c'est la première fois que j'en entends. En fait, moi, c'est la première fois que j'entends parler aussi, donc j'ai pas d'avis, j'ai pas été en contact, je sais pas répondre. Je sais pas tout. J'ai pas encore tout exploré, en fait, en réalité. Peut-on prendre une photo des élémentaux avec un appareil super sensible? Plus l'appareil est sensible, plus on va avoir des orbes, on en parlait tout à l'heure, maintenant des photos d'élémentaux. Bon, j'en ai pas vu. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Effectivement, plus la technique va évoluer, plus les appareils seront fins et les capteurs puissants. Peut-être qu'à un moment donné, on verra apparaître sur nos clichés en fait ce type de présence. En tout cas, ça apparaît déjà sous forme d'orbes, plus ou moins nombreuses d'ailleurs. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas de photos d'élémentaux encore disponibles. Est-ce que voir des têtes d'animaux dans les arbres, est-ce que ce sont des élémentaux? Ça peut. C'est quel type d'animaux? Certains élémentaux. Marie. Pardon?
C'était une question de Marie, donc je l'invite En fait, à y certains répondre. animaux ont des têtes d'animaux, donc ça peut être ah, après, il y a aussi effectivement tout ce qui est. Là, c'est plutôt en fait du druidisme. Il y a les animaux totems, il y a le chamanisme, il y a tout ça aussi. Ça fait partie en fait des présences invisibles. Donc là, ce soir, on parlait principalement en fait de toute la partie esprit de la nature en fait, et liée aux éléments. Donc, et à la fois sur les représentations en fait d'élémentaux supérieurs, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont des têtes d'animaux. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on a aperçu. Est-ce que ça peut être en lien? Et la meilleure manière, c'est d'aller au contact et puis leur poser la question. Donc c'est d'où l'intérêt du protocole de communication, d'activer son toucher éthérique, ce qui permettra de vérifier. En fait, le toucher éthérique et le protocole de communication, ça permet tout simplement de vérifier nos impressions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cet arbre-là. Ben, je vais lui demander de venir devant moi, puis on va voir effectivement si ça a une réalité énergétique. Ah, tiens, il y a une réalité énergétique. Ah, tiens, il y a une forme qui me fait penser à telle chose. Et ben, je vais lui demander si c'est bien ce à quoi je pense. Et si ça me confirme, c'est une méthodologie, une manière qui va vous permettre en fait de confirmer vos ressentis. Je sens qu'il y a une présence. Ok, bah, cette présence, je lui demande de venir. Et puis on va regarder ce que c'est. En tout cas, voilà, c'est ça un peu l'idée. Super. C'est comme Joss ici qui nous dit j'ai vu pendant plus de 20 minutes un personnage de 40 centimètres dans un feu de cheminée. Est-ce possible qu'il était dans son élément ou était-il prisonnier du feu? Ah ouais, ça peut être effectivement un élémental du feu, ouais. Ça va. Ouais. Mais c'est vrai, effectivement, dans le feu, enfin, des fois, ce qui est intéressant, moi j'ai eu l'occasion de prendre des clichés dans le feu et puis on voit des formes. La photo, on voyait nettement un dragon dans le feu. C'était assez étonnant. Bon, c'était effectivement, j'étais en train de faire un stage d'alchimie opérative, on était en train de travailler en pleine nuit sur un creuset. Et, et puis je pris des photos, et en regardant les photos après, il y avait vraiment effectivement cette forme de dragon qui sortait de la casserole. On est en train de travailler sur un truc. Bon, c'est étonnant. Bien, bien, je crois qu'on a répondu à toutes tes questions, Philippe. Bah, je pense, oui. Je vais juste te Vous avez passer une question? rappeler que l'atelier Ouais. l'atelier sera le 23 février à 20h. Ok. Donc, moi, je vous encourage effectivement à nous rejoindre sur l'atelier et puis on ira explorer ça tous ensemble. Ok. Bon. En tout cas, merci d'avoir assisté à la conférence. Merci aussi de vos questions, de vos interactions. En tout cas, c'est toujours pour moi très plaisant, agréable de partager ça, même si c'est un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder. Mais bon, voilà. L'idée, c'est pas nécessairement l'objectif de vous faire croire, c'est plutôt de vous donner les moyens d'aller explorer ça vous-même. Donc, et là, il y a effectivement, vous verrez que dans l'exploration que vous allez faire, il y a souvent, très souvent, des cadeaux. Vous allez voir, effectivement, des choses intéressantes à explorer. Ok. Voilà, j'ai une dernière question, Philippe, s'il te plaît. Dis-moi. Est-ce qu'il y a une différence entre esprit du lieu et gardien du lieu? Ah, c'est pas pareil. L'esprit du lieu, il y en a partout. Des gardiens de lieu, il n'y en a pas partout. Plutôt, en fait, les gardiens de lieu sont plutôt liés à des lieux sacrés. Alors que l'esprit de lieu, on peut toujours solliciter un esprit de lieu. Il y en a toujours. Des gardiens, ça veut dire qu'il y a une autre fonction. C'est soit un site sacré
anciens. Ça peut être des dolmens, des menhirs, des choses comme ça. Il y a souvent des gardiens éthériques. Ça peut être aussi une église, une cathédrale, il y a un gardien, il y a un ou des gardiens. Donc là, en fait, la notion de gardien n'est pas tout à fait la même que l'esprit. D'accord, merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous le 23 février, donc dans une petite semaine, pour passer à la pratique et rencontrer ces élémentaux. En fait, en réalité, merci beaucoup pour vos questions. L'idée, c'est de jouer avec. Donc, et à la fin de la vous pourrez dire, j'ai tripoté un nain ou j'ai tripoté un elfe. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée. Et jouer avec ça. En tout cas, c'est vraiment joyeux. Ah oui, je confirme. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos présences, pour vos questions, pour votre dynamisme et on a hâte de vous retrouver le 23 février prochain. Philippe, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis à bientôt pour ceux qui seront là Belle fin la prochaine. Oui, on vous attend. À très bientôt et belle fin de soirée.